Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. La tension monte d'un cran entre taxi et Uber Pop. Un utilisateur de ce service a été agressé à Lyon. Il dit avoir été frappé par 2 chauffeurs de taxi. Et autre affaire à Nice, il y a quelques jours, c'est un chauffeur d'Uber Pop qui a été violenté. Le ministre de l'Intérieur rappelle que ce service de transport est en situation d'illégalité. Exaspérés, les taxis prévoient une nouvelle journée de manifestation ce jeudi. C'est non. Le conseil d'administration de Bouygues a rejeté ce soir l'offre d'achat de 10 milliards d'euros pour sa filiale Télécom. Cette offre, présentée par Patrick Drahi à la tête du groupe SFR Numéricable, avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Les détails à suivre. Paris espère ne pas rater le coche cette fois. Après 3 échecs, la capitale est de nouveau candidate à l'organisation des JO en 2024 et c'est le top départ pour 2 années de campagne. Sportifs et politiques ont délivré de très nombreux messages de soutien. C'est assurément une icône pour une grande partie de la gauche. Christiane Taubira entend mener ses réformes jusqu'au bout. Mais la garde des Sceaux se heurte à de nombreuses résistances, notamment sur la justice des mineurs. Et au-delà, quel est son projet, sa politique, sa méthode? C'est le grand débat du mardi 22h tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Je vous le disais en titre, c'est un coup de théâtre dans les télécoms. Le conseil d'administration de Bouygues a rejeté à l'unanimité l'offre d'achat de sa filiale Télécom. Une décision qui intervient à l'issue d'une journée de bras de fer entre le gouvernement et Patrick Drahi, le patron de Numéricable SFR, à l'origine de cette offre. Les explications de Mounir Soussi. Patrick Drahi est conduit par Bouygues Télécom. L'opérateur a refusé sèchement l'offre de rachat de 10 milliards d'euros du patron d'SFR. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'économie avait posé des conditions pour que la transaction soit acceptable sur le plan politique. J'ai mis les plus grands doutes parce que j'ai les plus grands doutes à ce stade. Donc je vais surtout entendre M. Drahi. Les préoccupations du gouvernement, c'est de tout faire pour maintenir l'investissement, l'emploi dans ce secteur qui est extrêmement important pour le pays. On a aujourd'hui 4 opérateurs. La priorité, c'est véritablement l'investissement pour le meilleur équipement du pays, en particulier de nos territoires. Pour suivre la couverture du territoire, une préoccupation partagée au Sénat, où les élus de tous bords ont eux aussi des attentes. Des assurances que ce futur éventuel opérateur ainsi constitué puisse participer massivement aux investissements nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République de la couverture totale du territoire en fibre optique. La fusion aurait pu avoir des répercussions sur l'emploi. SFR et Bouygues Télécom auraient cumulé 20 000 salariés. Les syndicats évoquaient déjà 3 000 suppressions de postes possibles. Ce refus de Bouygues Télécom freine pour un temps l'expansion de Patrick Drahi dans le secteur des télécommunications et des médias. Le Sénat rejette la proposition de loi sur la fin de vie. La majorité de droite divisée sur ce texte avait fortement modifié son contenu. En séance, elle avait refusé de créer un droit à une sédation profonde allant jusqu'à la mort. Les explications de Jérôme Rabier. Pour l'adoption 87 contre 196. On attendait un scrutin serré. La version sénatoriale du texte sur la fin de vie a finalement été massivement rejetée. Largement réécrit par rapport à la version qui arrivait de l'Assemblée, il n'a pas convaincu une majorité au Palais du Luxembourg, au grand soulagement de la ministre de la Santé. J'ai à la fois d'infinis regrets qu'un consensus, qu'un rassemblement ne se soit pas opéré au Sénat comme il s'était opéré à l'Assemblée nationale, mais je suis soulagée que la sagesse de la Haute Assemblée l'ait amené à rejeter ce texte. Socialistes, écologistes, membres du RDSE et communistes ont presque à l'unanimité voté contre, rejoints par 37 des 41 sénateurs centristes, après une explication de vote qui résumait la pensée générale. Ce texte était à la fois trop pour certains, pas assez pour d'autres. Mais aujourd'hui, il n'est rien. Il est un oubli d'humanité et un défaut de fraternité. Au sein du groupe Les Républicains, les positions étaient très diverses, le vote étant libre sur ce type de sujet. Certains ont affiché clairement leur opposition à un texte qui retirait notamment la notion de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il n'y a pas d'équilibre politique, il y a un équilibre sociétal, un équilibre de conviction. Et c'est vrai que le texte tel qu'il a été adopté n'est pas conforme à mes convictions et c'est pour ça que je ne peux pas le voter. Le chef de file du groupe continue, lui, de défendre la version sénatoriale du texte, appelant au respect des convictions. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous
ont voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive euthanasique dans ce texte. Alors maintenant, le texte va partir à l'Assemblée, il va revenir au Sénat. Je pense que c'est important qu'ils soient examinés au fond. Ce qui est aussi important, c'est que chacun doit respecter les convictions de l'autre. Place désormais à une deuxième lecture, ce qui promet une nouvelle bataille à la Haute Assemblée, même si après ce vote de rejet, le rapport de force est désormais connu. La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi consacré ce soir à la justice, aux réformes à venir et également à la méthode de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, au centre de toutes les attentions en ce moment. Et c'est juste après le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Sophie Normand-Couturier. À 2 jours d'une manifestation nationale de taxis en colère contre Uber Pop, le gouvernement hausse le ton. Le ministre de l'Intérieur dénonce une situation d'illégalité absolue pour cette application qui organise le transport entre particuliers. Une mise au point qui intervient dans un climat extrêmement tendu. 2 personnes ont été agressées par des chauffeurs de taxi. Une nouvelle ardoise laissée par Agnès Saal, cette fois-ci lorsqu'elle était à la tête du centre Pompidou. La note s'élèverait à 38 000 €, toujours de frais de taxi. Une enquête est en cours. C'est l'histoire d'un mouton méduse qui finit dans une assiette. Une histoire qui ferait sourire si elle n'interrogeait pas sur la surveillance des laboratoires. L'automne dernier, un des animaux de l'INRA, génétiquement modifié pour servir à la recherche, s'est retrouvé mis en vente et acheté par un particulier en Ile-de-France. L'Institut a saisi la justice. Il s'agit ici d'actes inacceptables, d'une erreur individuelle qui va totalement à l'encontre des règles mises en place. Et c'est pour cette raison que nous avons fait un signalement au procureur de la République. La réforme des collèges ne passe décidément pas. Cette fois-ci, les critiques viennent de l'Académie française. Les Immortels ont adopté à l'unanimité une déclaration. Ils dénoncent l'ensemble du dispositif Collège 2016 et les nouveaux programmes. Un mauvais coup, selon eux, porté à la langue française et qui affaiblit les disciplines fondamentales et développe les inégalités. On termine avec le dessin du jour. Plantu ironise sur le lancement de la mission navale européenne. Sont ciblés les passeurs. Mais la question des migrants à proprement parler, elle, reste en suspens. Le grand débat du mardi 22h est consacré ce soir à la justice, à la réforme de la justice portée par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Son projet concerne différents aspects comme la justice des mineurs par exemple. Et plus largement, on va s'intéresser ce soir à la philosophie de cette réforme, au contenu de la politique pénale, au rapport aussi avec les juges d'instruction. Et on évoquera également la méthode Taubira au centre de toutes les attentions en ce moment. Et pour en parler, je vous présente nos invités ce soir. Maître Sandrine Pégan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes avocat pénaliste à la Cour d'appel de Paris. Avec nous également ce soir Céline Berton. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. C'est le SCPN. Le magistrat Serge Portelli nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Et avec nous, Mathieu Delahousse. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste spécialiste des questions de justice au service enquête de l'Obs. Alors, messieurs, mesdames, avant d'entrer dans les détails du projet que porte la garde des Sceaux, c'est le thème de notre débat ce soir, je voudrais d'abord vous faire réagir aux propos de Christiane Taubira ces derniers jours, avec d'abord une forme d'ultimatum lancé au sommet de l'État si son projet n'aboutit pas, et puis une réponse aujourd'hui très remarquée à l'opposition. On voit tout cela avec Julie Hulin. Annoncée maintes fois sur le départ, elle fait systématiquement mentir les pronostics. Christiane Taubira, l'indéboulonnable. Bourreau de travail, exigeante, mais toujours souriante. Un mot sur votre état d'esprit, madame la ministre. Ça ne se voit pas, madame. Depuis l'éviction de ses comparses de l'aile gauche du Parti socialiste, elle s'était faite volontairement discrète. Mais depuis quelques jours, l'insoumise est de retour et elle menace. Moi, je suis loyale. Oui. Et lorsque ma loyauté sera en conflit, je m'en irai. C'est clair, d'accord? Bon. Est-ce que vous avez failli partir? Est-ce que vous avez failli partir? On ne fait pas des gammes sur ça. Est-ce que vous avez failli partir? Bon. Alors, je réponds à votre question ou je vous raconte mes états d'âme? Est-elle vraiment prête à quitter le gouvernement si son projet de loi sur la justice des mineurs est encore retardé? Contestataire mais prudente, Christiane Taubira incarne la ligne de fracture qui partage les deux ailes du PS, pour le plus grand plaisir de l'opposition. Sur la forme, madame la ministre, j'ai envie de vous demander jusqu'où irez-vous?
Merci. Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. La garde des Sceaux manie les mots avec brio et humour. Elle sait qu'elle peut se permettre certains écarts. François Hollande ne la rappelle jamais à l'ordre. Avec elle, il espère rassembler la gauche en 2017. À moins qu'elle ne devienne une concurrente, comme un certain 21 avril 2002. Voilà, icône d'une grande partie de la gauche avec un sens de la répartie remarqué. On va commencer par un tour de table avec votre regard, votre avis motivé sur l'évolution de Christiane Taubira. Serge Portelli au ministère de la Justice. Son empreinte pour le moment, quelle est-elle? Qu'est-ce qui la symbolise? On aurait tort de la sous-estimer. Je vais peut-être commencer par là. Parce que si on fait le bilan, effectivement, je veux dire, la colonne attente est encore fortement positive. La colonne réalisation est, alors je vais dire faible, mais pour ceux en tout cas qui s'en satisfont, la loi sur le mariage pour tous est une telle avancée, je veux dire c'est un tel fait de société, on la lui doit en grande partie que évidemment ça restera définitivement à son crédit. Mais il ne faudrait pas quand même oublier tout le reste. Et c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui d'un certain nombre de réformes qui sont encore dans les cartons, et des cartons qui commencent un petit peu à sentir le rance. Ça fait quand même des années qu'on parle de la réforme des mineurs. Alors j'ai entendu parler d'un ultimatum, je ne sais pas, on verra, ça m'étonnerait. Donc tout reste à faire, quoi. Non, pas tout. Non, la loi sur le mariage pour tous, c'est quelque chose d'énorme. Elle n'est pas liée directement quand même au ministère de la Justice. Je vous parle là de... Écoutez, c'est quand même... Je suis ça de près, j'ai été entendu par la commission à l'Assemblée nationale. C'est quand même elle qui a porté sur ses épaules cette réforme, plus même que le ministre de la Famille. Donc ce crédit-là, il est inaliénable et définitif. Sandrine Pégan, vous partagez l'avis du magistrat Portelli ? Non, pas vraiment, parce qu'en plus, avec le reportage que l'on vient de voir, c'est sûr qu'on constate bien que Madame Taubira, c'est une image forte quand même. Et alors, elle est appréciée par certains, elle est détestée par d'autres. Ça a été une icône, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur Portelli, une icône pour le mariage pour tous. En revanche, concernant la réforme de la justice pénale, je trouve que, pour ma part, elle a une image qui est beaucoup plus contrastée. Et alors, cette menace de démissionner si la justice des mineurs ne venait pas à s'appliquer, je suis très réservée sur sa position. Céline Berton, votre avis ? Une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas lui enlever cette détermination. Et dans l'ensemble des projets qu'elle a portés jusqu'à présent, elle en a fait montre de manière régulière. Je ne me prononcerai pas sur la partie loi pour le mariage pour tous, parce que ce n'est pas un sujet qui me concerne directement. Sur la partie réforme de la justice, notamment sur les attentes extrêmement fortes des professionnels de toute la chaîne pénale. Elle n'aime pas ce mot-là, mais je l'utilise à dessein. J'avoue que pour l'instant, on est plutôt dubitatif. Sur la contrainte pénale, on a été assez dans la critique. Là, sur la loi, sur la justice des mineurs, force est de constater qu'on est dans un débat qui est très politique. Parce que là, on parle d'agitation politicienne et on ne parle pas de texte réel, puisqu'il a été présenté pour partie en début d'année, on n'entend plus parler pour l'instant. Et nous, notre préoccupation, ce sera qu'on puisse aboutir à des mesures efficaces. Et ça reste une vraie préoccupation. Mathieu Delahousse, on décrit un ministère de la Justice sous pression, sous tension. Est-ce que c'est vraiment le ministère infernal, pour reprendre un titre de votre livre en ce moment? Il y a beaucoup de rumeurs et de départs réels là, de son ministère. Comment ça se passe? Mais ça a toujours été un ministère infernal pour tout le monde. Ça l'est en particulier pour elle parce qu'elle a des antagonismes trop forts. Mais ça l'est pour elle pour une autre raison. C'est ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a un jeu de dupes autour d'elle depuis le départ et qui s'accentue bizarrement alors que les faits donnent tort à ceux qui pronostiquent son départ à peu près chaque semaine ou chaque mois. Oui. Ça fait depuis 2012, on dit qu'elle va partir demain, c'est toujours pas le cas. Christiane Taubira a une position intéressante. Elle est installée dans le décor. François Hollande a besoin d'elle, on l'a vu politiquement. Et par ailleurs, en privé, elle a une expression qui résume, je pense, beaucoup sa position politique et sa force de caractère, c'est qu'elle dit « on ne part qu'une seule fois ». Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui est un peu dans la logique de cette phrase, c'est-à-dire qu'elle met en avant ses différences, elle les fait entendre, mais elle sait très bien que ça
plus grande défaite, son échec le plus fort potentiel serait de partir, puisqu'elle n'aurait plus du tout de voix à faire porter et qu'elle serait remplacée, sans doute, par des gens qui porteraient moins des idéaux qu'une partie de l'électorat de gauche veut voir porter sur la scène judiciaire. Donc elle est dans cette ambivalence, et par ailleurs elle est dans cette tension. Après, les directeurs de cabinet, c'est vrai que c'est un poste à résistance faible avec elle, tout comme avec ses prédécesseurs. Oui. Oui, Serge Portelli, sur ce sujet, c'est particulier à ce ministère-là, c'est particulier à cette ministre, et puis ensuite on va rentrer dans les détails de son projet. On a des ministres de la Justice souvent à personnalité forte, carrée. Alors c'est difficile de rapprocher des personnalités de Rachida Dati et de Christiane Taubira, mais elles ont quelque chose un peu en commun, c'est-à-dire qu'elles épuisent assez rapidement leurs collaborateurs. Alors, pour des raisons qui sont d'ailleurs très différentes. Christiane Taubira, on l'a dit, travaille de façon acharnée, et c'est vrai qu'elle a toujours le sourire devant la caméra. Pourquoi vous précisez sans devant la caméra? C'est quelqu'un qui est très dur. Parce que vous la connaissez peut-être dans le privé, non? Enfin bon, disons que chacun a ses sources de renseignements. Monsieur Delahousse a les siennes. Et je pense que ça se recoupe. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement exigeant. Et c'est difficile. C'est quand même difficile de travailler avec elle, même si on a démenti assez rapidement les bruits qui couraient dans le Ghana enchaîné, disant que son ministère était infernal. Alors, exigeante et déterminée, pour reprendre votre mot. Et là, on va parler quand même de sa réforme. Alors, de ce projet que nous n'avons pas, parce qu'il n'est pas inscrit à l'agenda parlementaire. Donc, c'est difficile de parler de quelque chose que nous n'avons pas. Mais il y a quand même un esprit, une philosophie. Il y a la justice des mineurs, hein, Sandrine Pégan, qui n'est pas, on l'a dit, encore prévue pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est parce que c'est pas prévu, que c'est pas une priorité pour le sommet de l'État, selon vous? Je pense que le gouvernement est un petit peu gêné par rapport à cette réforme de la justice des mineurs que veut imposer Madame Taubira. Mais en attendant, je pense qu'il va pas pouvoir, le gouvernement va pas pouvoir non plus être défaillant comme ça longtemps. Surtout qu'en plus, ça a été promis à Madame Taubira. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se positionne. Maintenant, ça devait être prévu pour cet été. Non, pour ce printemps, autant pour moi. Et du coup, là, maintenant, ça va, voilà, c'est reculé. Mais elle est nécessaire, cette justice pour mineurs. Cette réforme est nécessaire. C'est une urgence pour vous? C'est une urgence, oui. Vous êtes d'accord, Céline Bertrand? On va juste rappeler, il s'agit d'une réforme en profondeur de la justice des mineurs, cette fameuse ordonnance de 45. Et pour Christiane Taubira, il s'agit de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs et confier à la justice des mineurs le suivi des délinquants. En gros, que ça revienne dans le giron des juges pour enfants. Il faut se souvenir que l'ordonnance de 45, comme son nom l'indique, a été écrite après la guerre. On était en pleine sortie de la guerre, à un moment où le pays avait été broyé par un conflit mondial et où la France souhaitait préserver ses enfants. C'est d'ailleurs inscrit dans le préambule de l'ouverture de cette ordonnance. Et force est de constater d'abord que cette ordonnance, elle a été réformée, je crois, près de 40 fois. 37, voilà. Et qui plus est, que les mineurs de 2015 ne sont plus ceux de 1945. Il y a aussi un sujet qui fait complètement consensus. Les adultes aussi. Hein. On est d'accord, mais là on parle de la justice des mineurs. Il y a un autre sujet qui fait consensus, c'est quels que soient les acteurs de la chaîne pénale, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, tout le monde est d'accord, et c'est un des seuls points d'ailleurs qui fait consensus, pour travailler sur l'efficacité de la réponse pénale. Et la problématique, c'est qu'on a aujourd'hui peut-être une palette d'outils, parce qu'elle a été écrite en 1945, réformée un certain nombre de fois. Et là, je ne parle pas de problématique idéologique, ça fait aussi partie du sujet. Mais on a probablement une palette qui ne correspond plus à la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et elle est nécessaire, selon nous, pour viser un objectif d'efficacité de la réponse pour tous les acteurs. Et l'efficacité de la réponse, pour nous, elle passe par une réponse certaine. Il faut qu'un mineur qui commet un acte ait la certitude de rencontrer une réponse, quelle que soit sa nature, et qu'elle soit, qui plus est, adaptée et prononcée dans un temps rapide. Donc si j'ai bien compris, avocats et syndicats de police sont d'accord main dans la main pour dire qu'il faut cette réforme, Serge Portelli, et pourtant on a l'impression qu'à 2 ans de la présidentielle, dans un contexte de pré-campagne et de primaire aussi à droite, eh bien, la réforme des mineurs ouvrirait un débat législatif houleux que le président Hollande, déjà candidat, ne veut peut-être pas ouvrir. J'ai entendu les mots politiques, j'ai entendu les mots idéologiques, comme si c'était vraiment des mots tabous. Je rappelle quand même que toutes les campagnes présidentielles, toutes, en France, dans les dernières années, décennies, se sont faites autour de la délinquance des mineurs.
et qu'on a créé à la suite de chacune de ces campagnes présidentielles un certain nombre d'institutions, comme les établissements pénitentiaires pour mineurs, qui datent de 2002, après la campagne, je pense que vous vous en souvenez, entre Chirac et Jospin, et puis ensuite on a créé les CEF, les centres éducatifs fermés. Tout ça, toutes ces créations, toutes ces modifications successives de l'ordonnance de 45, ça résulte de débats hautement politiques au cours de débats électoraux. Vous êtes en train de me dire que c'est une excuse, là, ce que dit... Non, je dis simplement qu'il faut regarder les choses en face et que ce n'est pas simplement un problème d'efficacité, un problème de réponse pénale qu'il faut absolument donner. C'est vraiment un problème politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la justice? Est-ce qu'elle doit ressembler à ce qu'était pendant très longtemps la justice des mineurs et qui pourrait être un laboratoire de la justice de demain? C'est-à-dire, pour aller très vite, une justice dans laquelle on s'intéresse aux gens, aux hommes, aux mineurs, plus qu'à l'acte. Voilà. Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et si on réécrit l'ordonnance de 45 en rappelant ce principe-là, alors là, effectivement... Ce serait une révolution. Ce serait la révolution de 1945 qu'on referait en 2017. Majid Alioune, c'est peut-être pour cela qu'elle tient autant à sa réforme, la garde des Sceaux. Oui, elle tient à sa réforme, parce qu'effectivement, on dit que tout le monde veut réformer l'ordonnance de 45, mais personne ne veut la réformer de la même façon. Ce qui est quand même le problème initial entre, effectivement, les syndicats de policiers qui insistent sur la réponse pénale de façon rapide, qui étaient quand même des dispositions qui ont été abondées dans une certaine mesure sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et puis cette culture judiciaire qui est davantage la vôtre, de vouloir une réponse sur l'éducation plutôt que sur la répression. Et Christiane Taubira insiste effectivement sur des aspects de mettre en avant notamment la césure de la peine, de mettre en avant tout ce qui a été déjà mis en chantier sur la réforme pénale, c'est-à-dire privilégier en quelque sorte l'individualisation plutôt que l'automaticité. Il y a beaucoup de nettoyage, entre guillemets, de toutes les dispositions qui avaient été mises en place par la droite auparavant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elle tient cette réforme comme un symbole, et ça rejoint totalement ce qui s'est passé pour elle politiquement. Elle est prise à son propre piège, Christiane Taubira, là-dessus. Elle a fait naître un espoir avec ses paroles, elle a fait naître des attentes en arrivant au pouvoir, et là aujourd'hui elle est en train de souffler sur les braises d'une déception face à des acteurs qui effectivement ne voient rien venir, puisque les tribunaux correctionnels pour mineurs, c'était l'épouvantail, en même temps que la rétention de sûreté dans un autre domaine pour la gauche judiciaire qui était arrivée en 2012 avec l'espoir d'effacer des années marquées par Nicolas Sarkozy. On sait à quel point... Et les peines planchées, et on sait à quel point la justice avait été secouée et ébranlée par Nicolas Sarkozy et les gardes des Sceaux successifs, avec, juste pour terminer, un point symbolique dont on parlait tout à l'heure, c'est les centres éducatifs fermés, créés sous la présidence de Nicolas Sarkozy par Dominique Perben quand il était garde des Sceaux. Aujourd'hui, que faire de ces centres éducatifs fermés? François Hollande, dans son programme, dit il faut les doubler. Et dès le départ, Christiane Taubira, dans une interview, souligne que c'est pas forcément une bonne idée. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On est resté sur le statu quo, sur les centres éducatifs fermés, tellement cette question est explosive. Et elle est une ligne de fracture à gauche également. Moi, je trouve qu'en fait, il y a un véritable antagonisme sur cette justice des mineurs, parce que d'un côté, on a la pratique, où justement, quand on a nos clients qui viennent nous voir dans nos cabinets, ils nous disent bien, bon, de toute façon, maître, vous savez, bon, j'ai fait un vol à main armée, j'ai agressé ma concubine, bon, avec les lois Taubira, maintenant, je sais pertinemment que je ne vais pas aller en prison. Ça, vous l'entendez? Ça, on l'entend. On l'entend. Et alors du coup, donc c'est pour ça que je parlais d'antagonisme, parce que d'un côté, on a ce sentiment d'impunité de la part des délinquants ou des criminels, mineurs ou majeurs, et puis on a de l'autre côté la volonté de Christine Taubira de vouloir privilégier l'éducatif sur la répression, comme c'était à la base de l'ordonnance de 1945. Et donc il y a vraiment tout un travail à faire, et je pense que c'est un travail de longue haleine. Je sens un petit peu derrière vos propos le procès un petit peu en laxisme qu'on fait souvent à Christiane Taubira. Oui. Oui, c'est le cas. C'est vrai que les prisons n'ont jamais été aussi vides. Non, c'est l'inverse, pardon. Oui. Elles n'ont jamais été aussi pleines. Donc je pense que le procès en laxisme est peut-être un peu exagéré. Je vous rappelle quand même qu'il y a 66 000 détenus en France, qui est quand même pas très loin du record absolu. Oui, non mais ça, donc, la surpopulation carcérale, ça j'en comprends parfaitement. Du coup, c'est quoi le laxisme? C'est quoi la répression? Je comprends pas. Mais moi, je vous pose la question précisément à Céline Bertrand, parce que là, donc, cette justice des mineurs, elle va être confiée de nouveau à des juges pour enfants qui vont suivre, c'est des délinquants, hein. Parfois c'est des multirécidivistes, il faut aussi parfois un petit peu situer les choses. Vous pensez que justement, il peut y avoir un risque de, comment dire, de jugement plus clément? Le danger, il est un peu dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'on est dans la logique d'opposition entre répression et éducation. Or, l'enjeu
d'une bonne justice des mineurs, ce serait oui, enfin, il y a un moment, il faut une punition, il y a quand même un acte qui a été commis, et quand on en arrive à des mesures aussi importantes que celle de l'incarcération, c'est quand même qu'on est sur des faits graves. Et c'est vrai qu'il faut aussi admettre, et tous les professionnels le disent, les avocats le disent, les magistrats le disent, les policiers le disent, aujourd'hui, un mineur à 14 ans, 15 ou 16 ans, quand il est inscrit dans une délinquance d'habitude, y compris extrêmement violente, il est quand même très éloigné de l'image du mineur qu'on veut bien porter de manière un petit peu naïve. Donc l'enjeu, c'est pas tant d'opposer répression et éducation, c'est d'essayer d'accepter, de mettre en place des mesures qui permettent de jouer sur toute cette palette. Et vous parliez tout à l'heure de la mise au cœur de l'individu. Il ne s'agit pas de nier l'individu, mais il s'agit de pas non plus négliger la nécessité d'envoyer un message à la société qui est en attente de la réparation d'un acte commis. Il y a aussi des enjeux d'ordre public. Qu'est-ce qu'on dit aux victimes ? Que peuvent dire les policiers aux victimes de faits graves quand le soir même, les individus sont de retour ? Et quand on est en plus sur des quartiers sensibles, vous avez une logique de menace, de peur, la personne va déposer plainte et le soir même, elle va voir revenir son agresseur. Il faut prendre en compte cet aspect-là. Donc il y a des enjeux d'ordre public, il y a des enjeux de compréhension pour l'opinion publique, il y a des enjeux de réparation pour les victimes, mais il y a aussi des enjeux, je suis bien d'accord, de réinsertion, de préparation à la sortie quand il y a une logique d'incarcération, de pouvoir travailler sur des temps de prise en charge un petit peu longs pour que ce soit efficace. Et la meilleure des sanctions, c'est celle qui aboutira à ce que la personne ne recommence pas, et ça, c'est l'intérêt de tout le monde. Alors, il y a beaucoup d'aspects, on l'a vu dans cette réforme, mais quelle est l'urgence de manière générale aujourd'hui ? On va rappeler dans notre système judiciaire, on va rappeler quand même, Serge Portelli, qu'on a assisté il y a quelques semaines, quelques jours, à 2 relax dans 2 grands dossiers spectaculaires et ultra médiatiques, Bettencourt et le procès du Carlton, et on n'a tiré aucune leçon. Alors on va revenir ensemble sur le rôle et la fonction des juges d'instruction, une spécificité bien française. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Dans le système judiciaire français, un homme peut diriger une enquête, perquisitionner, demander des écoutes téléphoniques, ordonner des expertises ou bien auditionner des témoins. C'est le juge d'instruction, ses prérogatives sont larges, trop pour certains. Le juge d'instruction conserve un certain nombre de pouvoirs importants, mais très encadrés, et le plus important de ces pouvoirs lui a été enlevé, et c'est une bonne chose. Le pouvoir de mettre en détention provisoire. On est sur une procédure qui a beaucoup évolué, et aujourd'hui, ressortir le vieux procès qu'on faisait avant à l'homme le plus puissant de France, comme on disait, est tout à fait absurde. Mais des affaires lourdes pèsent sur l'image du juge d'instruction. On se rappelle du visage du juge Burgot dans le fiasco de l'affaire d'Outreau. Une affaire qui a relancé le débat sur la suppression du juge d'instruction, à tort pour Mathieu Bonduel. Il a notamment une qualité, ce juge d'instruction, en dépit de tous ses défauts, c'est qu'il est indépendant. Or, si on veut le supprimer, c'est pour confier tous ses pouvoirs aux procureurs. Et les procureurs ont tout un tas de qualités, mais ils ont une faiblesse aujourd'hui, c'est que dans le statut de la magistrature, ils sont toujours dépendants, en dernière analyse, du ministre de la Justice. Pour ce journaliste de Mediapart, les juges d'instruction sont attaqués à chaque affaire car ils dérangent. C'est peut-être pas qu'ils sont trop puissants, mais qu'ils sont trop indépendants. Et qu'on sait que dans certains dossiers, quand ils sont saisis, il est très difficile de les arrêter. Le problème du juge d'instruction, c'est qu'il menace quand même des intérêts importants et que les milieux d'affaires préféraient qu'il y ait un parquet qui dise ça on poursuit pas, et que les choses soient un petit peu plus feutrées et moins douloureuses. Parce que le juge d'instruction, c'est eux quand même qui sortent les grandes affaires de corruption. Ils sont moins de 600 seulement à exercer cette profession et ne sont saisis que dans 3% environ des affaires. En 2007, une loi a tenté de réformer ce métier, mais elle n'a toujours pas été appliquée, faute de moyens. Il y a une loi qui fixe la collégialité, mais cette loi n'est pas appliquée. Donc elle existe, elle plane, et ça crée une forme d'insécurité pour l'avenir du juge d'instruction. Il faut que les choses soient claires. Le juge d'instruction reste sous le feu des critiques et il est régulièrement mis sur la sellette. Dernière affaire en date, celle du Carlton, suite à la relaxe prononcée en faveur de Dominique Strauss-Kahn. C'est bien sûr le débat récurrent, mais avouons-le, il a quand même pris une tournure particulière quand on a vu les dernières affaires Serge Portelli. Moi, j'ai envie de savoir, mais même vous, personnellement, quelles conclusions, quelles leçons, même de manière générale, vous avez tiré des affaires dont on vient de parler, alors qu'il y a eu une telle distorsion entre la vision de l'instruction et des juges d'instruction et le jugement final? Au risque de vous surprendre, je trouve que le système a plutôt bien fonctionné. Il y a eu apparemment une erreur. À quel moment? Qui avait raison? Qui avait tort? Les juges d'instruction? Le tribunal correctionnel? Peut-être demain la cour d'appel?
Enfin, je pense que la vérité judiciaire est quelque chose d'assez aléatoire. Ah bah, et je trouve... Allez dire ça à ceux qui ont eu 3 ans d'instruction pour aboutir à un jugement de relax. Ben oui, mais c'est juste la vérité. C'est bien de la rappeler. Personne ne peut jamais savoir exactement ce qui s'est passé. Donc on a des vérités judiciaires qui sont très difficiles à établir. Et heureusement, il y a d'un côté le procureur, de l'autre côté les avocats, et puis les juges d'instruction. Voilà. Donc, je pense que notre système n'est pas parfait, on vient de le dire, d'ailleurs j'ai entendu des opinions qui me paraissent parfaites de ce côté-là, mais s'il n'est pas bon, qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Quoi? Le procureur de la République? On a rappelé, c'était Mathieu Bonduel dans le reportage de tout à l'heure, que tout le monde nous dit, la Cour européenne le premier, le procureur de la République, il n'est pas indépendant. Donc si vous mettez un système tel que certains le préconisaient il n'y a pas très longtemps, et notamment Nicolas Sarkozy, où le procureur de la République a presque tous les moyens d'investigation, nous n'aurons plus de justice indépendante. Alors on peut faire aussi une justice à l'américaine, mais... l'émission n'est pas assez longue pour que je vous fasse la liste de toutes les erreurs judiciaires je pose la question à Maître Pégan, un équilibre entre le procureur qui vous dites n'est pas indépendant et un juge d'instruction qui parfois, selon certains, eh bien, instruit selon plus des jugements parfois personnels et moraux que des éléments de droit. Alors cet équilibre dont vous parlez, il est quand même très fragile. Parce que je pense qu'à un moment donné, et dans les affaires que vous avez citées, les juges d'instruction ont instruit pour satisfaire une opinion publique. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Et par rapport aux jugements de relax qui ont été obtenus, eh bien, simplement parce que les conseils ont bien travaillé. Ils ont bien fait leur travail, les avocats. Non, mais vous dites l'opinion publique, c'est-à-dire vous dites que parce que c'était des puissants, des hommes politiques, il fallait quand même qu'il y ait bien cette instruction et ce procès, et puis après on aboutit à la relax. Alors oui, ils ont trouvé des éléments à charge pour pouvoir en tout cas renvoyer ces personnes-là devant les tribunaux correctionnels. Mais en attendant... je pense qu'il y avait peut-être, c'était pas nécessaire en tout cas de les renvoyer devant l'audience de jugement. C'était pas nécessaire. C'est votre avis, Mathieu Delahousse? Pas du tout. Non, on est là pense pour pas ça. qu'on puisse estimer que ces deux affaires sont des erreurs judiciaires. On est dans l'erreur d'appréciation et par ailleurs on est dans le contradictoire. Il n'y a pas d'erreur judiciaire à vouloir lancer ces deux dossiers en correctionnel, quel que soit leur résultat. Ce qui s'est passé, c'est effectivement une déflagration. Je ne pense pas que les juges aient travaillé pour l'opinion publique. Je pense que peut-être l'opinion publique est allée trop vite derrière les juges, pour rebondir sur vos propos. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut se poser la question. Mais la remise en cause du socle aujourd'hui des juges instructeurs, des magistrats instructeurs, qui sont l'un des derniers éléments qui fonctionnent relativement correctement dans une justice qui, elle, ne fonctionne pas bien à bien des étages, reste quelque chose de solide. La notion du temps reste un élément essentiel pour s'interroger. Je pense qu'effectivement, dans les affaires à venir, il faudra se poser la question, est-ce qu'il faut attendre effectivement 5 ans, 6 ans pour avoir une relaxe totale sur une partie du dossier? C'est le cas d'Éric Woerth dans le dossier Bettencourt. Il faudra se poser la question aussi sur la façon dont on peut séparer certains faits d'un réseau. Est-ce qu'on se les pose, les questions? Mais je pense que les juges d'instruction se les posent sans arrêt. Je pense que le législateur se la pose sans arrêt et que ces affaires-là nourrissent effectivement un débat qui est quand même une sorte d'arlésienne à chaque fois. Non, parce que bien évidemment, on est là pour en débattre, mais à partir du moment où vous avez quand même un mise en examen qui pendant 3 ans doit se soumettre à des obligations pour respecter son contrôle judiciaire, pour obtenir à la fin une relaxe, oui, excusez-moi, pour moi c'est une erreur judiciaire. On en est là parce que les juges d'instruction n'ont peut-être pas bien fait leur travail. Ils ont fait leur travail simplement à charge et non à décharge. Alors après, c'est le travail des avocats aussi. Mais parfois, on se heurte aussi à la position qui est déterminée du juge d'instruction. Et ça s'est vu dans d'autres Céline procès. Bertrand, on a l'impression, tout le monde est en train de dire finalement que le modèle du juge d'instruction, symbole du magistrat indépendant, dites-vous, restera le moins mauvais, finalement, la moins mauvaise solution. Voilà. C'est un système qui présente à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage pour la conduite de l'enquête, c'est qu'on a un seul interlocuteur qui suit le dossier. Et sont en général, on l'a dit, simplement quelques pourcents d'affaires par année. 3 ou 4%, mais ce sont les dossiers les plus lourds en général. Donc, avoir un seul interlocuteur qui connaît le dossier, qui le suit, c'est plutôt précieux pour le suivi du dossier.
Le désavantage, c'est qu'avec un seul interlocuteur, il y a aussi parfois une problématique de disponibilité, parce qu'il peut être soumis à de très nombreux dossiers, sans oublier qu'il est soumis comme tout homme et toute femme qui travaille à des aléas qui peuvent venir parasiter un peu le sujet. Donc parfois, ça fait retarder considérablement la progression des sujets. La vraie question pour moi sur ces sujets-là, c'est aussi le danger de l'isolement, parce que quand on est seul, il y a la logique de la collégialité, mais la collégialité, c'est aussi quelque chose qui ralentit encore les dossiers. Et si vous voulez, juste pour finir, il y a aussi un aléa, à mon avis, qui me paraît extrêmement important, on ne parle pas, c'est aussi l'aléa médiatique. Parce que si on porte un jugement extrêmement sévère au moment du jugement, c'est aussi parce que les mis en cause, ils étaient publiquement coupables avant d'être jugés, parce qu'il y a une telle couverture médiatique. L'acteur médiatique dans les procès, dans tous les sujets judiciaires, doit quand même être interrogé. Mais j'ai une vraie interrogation. C'est pas la faute du juge, là. Ah non, on est bien d'accord. La presse, c'est une réalité de la justice d'aujourd'hui. Oui, voilà. Mais la justice fait avec. Non, mais vous parliez, excusez-moi de vous interrompre, mais vous parliez de la surabondance du travail du juge d'instruction. Mais le mis en examen, il n'est pas comptable du fait que le juge d'instruction soit complètement débordé. Et donc, du coup, ça rallonge les dossiers. Moi, je veux dire, mettez-vous à la place, ça me reste à l'instant. Je ne le justifie pas, sûr, mais voilà. Forcément, moi, en tant qu'avocat, ça me Je tiens à préciser que c'est aussi une difficulté pour les services d'enquête. Et comment? J'allais vous en parler. C'est aussi une difficulté pour les services d'enquête, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'un service d'enquête de police judiciaire en région parisienne qui travaille sur commission rogatoire, qui appelle demain matin un juge d'instruction pour lui dire que sur tel dossier, on a réussi à identifier et à localiser un type qu'on doit aller taper, qu'on demande entre guillemets à l'autorisation au juge d'instruction d'aller le taper le lendemain matin, et on va lui répondre non, je suis désolé, je suis pas disponible avant 2 mois. C'est ça aussi la réalité. Serge Portelli, moi j'ai une question qui va vous paraître naïve parce qu'elle est très simple. Je me demande toujours comment un magistrat peut à la fois mener l'enquête et être juge. Est-ce que c'est pas carrément schizophrénique? C'est comme si moi je mène le débat et puis je viens à votre place, je réponds à mes questions en toute objectivité. Ça a moins de conséquences si je le fais qu'un juge d'instruction, mais expliquez-nous comment c'est possible. Vous n'avez pas une opinion personnelle sur tous les sujets qu'on aborde? J'essaie de ne pas la laisser transpirer. Eh bien, moi, quand j'étais juge d'instruction, c'est pareil. Voilà, non, mais c'est tout simplement ça. Vous êtes le bon exemple, alors? Non, mais non, je ne suis pas le bon exemple, pas du tout. Au contraire. Mais je pense qu'on est tous mus par... On a quand même prêté serment à un moment donné, enfin, même si le serment, on va me dire, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même une déontologie professionnelle, c'est quand même un service public, et puis on n'est pas tout seul, le juge d'instruction. Enfin, moi, je ne le suis plus, mais je l'étais quand même 25 ans. Et je vous assure que ce soit à Paris ou en province, vous êtes sous le regard non seulement du palais, ce qu'on veut dire, de vos collègues, ça c'est pas grand-chose, mais de tous les avocats, des avocats qui sont dans le dossier, et de la presse qui peut être extrêmement féroce, et de la police. Donc, vous ne vous sentez pas un peu parfois comme un chevalier blanc qui doit justement mener... Ah, c'est le danger. Oui. Ah, mais je vous dis pas le contraire. Ça peut monter à la tête, comme oui, tout, mais évidemment. Mais c'est déjà monté à la tête de nombreux juges. Et moi, je dois vous dire que dans ma pratique, c'est vrai que parfois, il y avait des tentations. Voilà, de partir dans des combats. Alors, ça peut être des combats très nobles. Ceux de la police, ou parfois d'ailleurs des avocats, de se battre contre une délinquance. Mais ça peut être aussi imaginez-vous qu'il y a une trentaine d'années, les hommes politiques jouissaient d'une impunité totale. Mais alors totale. Essayez de trouver un ministre ou un président de la République ou même un député qui était poursuivi dans les années 1960. Il n'y en avait pas. Et puis tout d'un coup, effectivement, il y a eu des poursuites qui ont été exercées par des juges d'instruction qui s'appuyaient sur des forces de police, sinon ils n'auraient rien fait. Et c'est comme ça que notre démocratie, elle a un peu avancé, enfin je suis désolé de le dire, un peu grâce aux juges d'instruction et à la police qui ont essayé, en faisant des erreurs de temps en temps. Donc vous nous dites, définitivement, supprimer les juges d'instruction, ce ne sera pas l'antidote pour soigner les maux de notre justice. Pour vous, ce n'est pas l'urgence. Mais peut-être les modifier. Simplement, on parlait de cette caricature, c'est Robert Badinter à l'époque qui l'avait raconté, mais elle est très célèbre, c'est Maigret et Salomon, le juge d'instruction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le juge d'instruction, d'une part, contrairement à ce qu'on a vu effectivement sur Burgot tout à l'heure, n'est plus seul. Dans l'affaire de Bordeaux, l'affaire Bettencourt, ils étaient 3. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un leader. Dans l'affaire de Lille,
Également, ils étaient 3 magistrats instructeurs. Le juge d'instruction aujourd'hui, et ça c'est une réforme importante, ne met plus en détention directement. Donc effectivement, il y aura sans doute des évolutions à trouver. Je pense, moi, sur les délais, sur le temps, le temps de la justice et le temps des longues instructions extrêmement complexes avec extrêmement de Mais elle est menée, cette domaines. réflexion au sein du ministère. Elle est menée notamment par les juges eux-mêmes, elle est menée par le ministère, elle est menée par les procureurs, avec quelque chose, par exemple, qui est fait aujourd'hui, c'est de juger une partie des faits de façon rapide et ne plus partir sur des dossiers tentaculaires qui viennent 8 ans après devant la juridiction. Et après, ce sont des modifications qui seront à faire. Mais c'est vrai que, tout comme mon confrère de Léon le disait tout à l'heure, je pense qu'on brûle à chaque fois un petit peu les juges d'instruction facilement, même si il ne faut pas négliger, nous journalistes y compris, l'effet de ces relax sur des personnalités qui ont été mises en danger médiatique et mises en exposition médiatique excessive là-dessus. Il y a une question à se poser, évidemment. Général. Mais je ne pense pas que le danger ne vienne que d'une longueur excessive. Je rappellerai que... Essentiellement, quand même. Non. La durée moyenne d'un dossier d'instruction, c'est 2 ans en France. 2 ans, c'est énorme. Mais de l'autre côté de ce que vous appelez la chaîne, que j'aime pas trop, pénal, Je suis pas surprise. il y a ce qui est jugé très très vite, mais à toute allure. Je veux dire, en comparution immédiate des anciens flacs. Mais oui, mais le problème c'est que si on disait tout à l'heure, il y a de moins en moins de dossiers à l'instruction, il y en a 3-4%. Ça veut dire quoi? Il y a une trentaine d'années, il y en avait 25 à 30%. Ça représentait une grande masse de dossiers. Le verre à moitié plein, ça ne nous étonne pas, évidemment, si vous êtes concernés. En fait, toutes ces affaires-là ont été redistribuées vers les tribunaux correctionnels en comparution immédiate, où vous avez des jugements extrêmement rapides pour des dossiers extrêmement complexes. Oui, alors bonjour pour les avocats, voilà, d'essayer de défendre les gens dans ces conditions-là. Après, ça retombe sur nous. Ce sont des dossiers qui sont passés en comparution immédiate, donc dans des délais au niveau de l'instruction qui sont très 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 rapides, et alors que c'est, comme vous le disiez, ce sont des affaires qui sont très complexes et qui mériteraient la désignation d'un juge d'instruction pour pouvoir approfondir les enquêtes, les investigations. Et c'est là où c'est dommageable. Et nous, en tant qu'avocats, quand on est là en tant qu'avocat urgentiste, parce que quand on doit... Avocat urgentiste. Ben oui, c'est la première fois. non, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est comme ça avec mon associé. Vous appréhendez votre... Oui. Tout à fait, parce que du coup, quand on arrive en audience le matin pour pouvoir plaider l'après-midi avec un dossier qui fait 400 pages et il y a des investigations qui n'ont pas été menées et qui auraient permis justement de pouvoir aboutir à ce qu'il y ait un non-lieu ou même à ce que justement ça ne passe pas devant le tribunal correctionnel, eh bien c'est bien dommageable. Donc c'est pour ça que le juge d'instruction... Quand on a un juge d'instruction, on n'en veut pas. Quand on n'en a pas, on en veut un. C'est complexe. C'est en résumé ça. Juste un mot sur le ministère, parce que ça me semblait intéressant de le dire par rapport à vos questions du départ. Aujourd'hui, le ministère est d'une prudence de sioux par rapport à toutes les affaires et par rapport à la problématique des juges d'instruction. On a su à quel point l'affaire des écoutes, notamment, avait pu créer quelques tourments place Vendôme. Donc la place Vendôme réfléchit sans doute, mais le fait avec une discrétion absolue pour ne pas se laisser soupçonner d'une quelconque instrumentalisation et met en avant au contraire surtout le fait que les remontées d'informations qui étaient fort nombreuses dans la mandature précédente soient aujourd'hui plus réduites. Il nous reste, je crois, 1 minute ou un peu plus. Je voudrais en un mot que vous nous résumiez ce que vous attendez. Qu'est-ce qui est pour vous le plus urgent, puisqu'il reste 2 ans, hein, si la garde des Sceaux donc prolonge aussi son mandat, entre guillemets, en tous les cas, si elle reste à ce ministère pendant ces 2 années. Qu'est-ce qui paraît le plus urgent pour vous, Céline Berthon? Pour ce qui concerne la police, et je suis assise entre un magistrat et un avocat, ça tombe bien, on aimerait simplement que les réformes qui pourraient être mises en place remettent la police nationale et les forces de police à leur place, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'outils pour remplir leur mission. Et on n'est pas en opposition d'ailleurs bien souvent avec les magistrats, parce qu'il faut observer qu'on a un hiatus qui s'est resserré plus avec la magistrature du parquet qu'avec les juges d'instruction et les juges du siège. On est dans une société qui s'est extrêmement judiciarisée. On attend des réponses judiciaires à tout ce qui se produit. On voudrait simplement apporter des réponses efficaces. En quelques secondes, il nous reste peu de temps. L'urgence, Serge Portelli? Un budget, un vrai budget, les moyens. Qui correspond, qui correspond à toutes les nations européennes. On est complètement à la traîne. Même question, Maître Pégan. L'urgence pour nous en tant qu'avocats, la protection du secret professionnel, évidemment. Maître Pégan, je ne vous pose pas la question, vous n'êtes pas... On n'a pas de souhait politique, on pourrait aimer la polémique, mais peut-être on pourrait aimer la clarté. En termes de justice, c'est quelque chose qu'on a rarement.
Et également pour les médias, c'est toujours bien. Merci beaucoup, on arrive à la fin de ce 22h. Et notez-le, ça va vous intéresser à partir de 18h demain. C'est une émission spéciale consacrée à l'élection du nouveau bâtonnier de Paris. Il est élu, vous le savez, par l'ensemble des avocats de Paris pour 2 ans. Voilà, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est François Bayrou. Je vous retrouve demain avec plaisir. Belle et douce soirée en notre compagnie.